Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 12 septembre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'une jeune femme qui se rend à Dieppe en Normandie pour son voyage de noces. Or, un événement survenu avant son départ la tracasse et l'empêche de profiter pleinement de ce voyage. C'est une histoire amusante de Maupassant intitulée « Enragée ». Et juste avant cela, une séance de relaxation sous la forme d'une courte méditation pour refermer ce lundi en douceur. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. On va refermer ce lundi ensemble en commençant par rassembler tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous agace, tout ce qui nous préoccupe en ce moment, et on va ranger tout ça dans un petit tiroir de notre esprit. Peu importe ce dont il s'agit, pour l'instant ça n'a aucune importance, ça ne sert à rien d'y penser, et ça attendra demain. Je vous laisse quelques instants pour remplir ce tiroir, pour le refermer mentalement, et pour vous autoriser à clore cette journée. Dans un premier temps, prenez une lente et profonde inspiration par le nez. Retenez-la pendant quelques secondes et laissez aller toutes les tensions à l'expire. Une seconde fois, une profonde inspiration par le nez. On retient quelques secondes et on laisse aller toutes les tensions à l'expire. À présent, laissez votre respiration redevenir tranquille et naturelle et tâchez de l'observer pendant quelques instants, sans attente, comme avec curiosité. Vous pouvez placer une main sur votre ventre et l'autre sur votre poitrine si votre position le permet. S'il y a des pensées qui vous viennent, ce n'est pas grave. Notez et acceptez simplement leur présence comme un observateur extérieur, sans affect. Et faites glisser votre attention sur votre respiration à nouveau. Laissez-vous tranquillement bercer par les mouvements de votre respiration. Laissez
tranquillement votre esprit se calmer, vos tensions se dissiper. À mesure que vous inspirez et que vous expirez. Notez la température de l'air à l'inspire et à l'expire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, formuler une intention pour la journée de demain. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Ma chère Geneviève, tu me demandes de te raconter mon voyage de noces. Comment veux-tu que j'ose? La sournoise qui ne m'avait rien dit, qui ne m'avait rien laissé deviner, mais là rien de rien. Comment? Tu es mariée depuis 18 mois, oui depuis 18 mois, toi qui te dis ma meilleure amie, toi qui ne me cachais rien autrefois, et tu n'as pas eu la charité de me prévenir. Si tu m'avais seulement donné l'éveil, si tu m'avais mis en garde, si tu avais laissé entrer un simple soupçon dans mon âme, un tout petit, tu m'aurais empêché de faire une grosse bêtise dont je rougis encore, dont mon mari rira jusqu'à sa mort, et dont tu es la seule coupable. Je me suis rendu affreusement ridicule à tout jamais. J'ai commis une de ces erreurs dont le souvenir ne s'efface pas, par ta faute méchante. Oh, si j'avais su. Tiens, je prends du courage en écrivant et je me décide à tout dire. Mais promets-moi de ne pas trop rire. Ne t'attends pas à une comédie, c'est un drame. Tu te rappelles mon mariage. Je devais partir le soir même pour mon voyage de noces. Certes, je ne ressemblais guère à la Paulette dont Gyp nous a si drôlement conté l'histoire dans un spirituel roman autour du mariage. Et si ma mère m'avait dit, comme Madame d'Autretemps à sa fille, « Ton mari te prendra dans ses bras », je n'aurais certes pas répondu comme Paulette en éclatant de rire, « Ne va pas plus loin, maman, je sais tout ça aussi bien que toi. » Moi, je ne savais rien du tout. Et maman, ma pauvre maman que tout effraie, n'a pas osé effleurer ce sujet délicat. Donc à 5 heures du soir, après la collation, on nous a prévenu que la voiture nous attendait. Les invités étaient partis, j'étais prête. Je me rappelle encore le bruit des malles dans l'escalier et la voix de nez de papa qui ne voulait pas avoir l'air de pleurer. En m'embrassant, le pauvre homme m'a dit « bon courage », comme si j'allais me faire arracher une dent. Quant à maman, c'était une fontaine. Mon mari me pressait pour éviter ces adieux difficiles. J'étais moi-même tout en larmes, quoique bien heureuse. Cela ne s'explique guère, et pourtant c'est vrai. Tout à coup, je sentis quelque chose qui tirait ma robe. C'était Bijou, tout à fait oublié depuis le matin. La pauvre bête me disait adieu à sa manière. Cela me donna comme un petit coup dans le cœur et un grand désir d'embrasser mon chien. Je le saisis, tu sais qu'il est gros comme le poing, et me mis à le dévorer de baisers. Moi, j'adore caresser les bêtes. Cela me fait un plaisir doux, ça me donne des sortes de frissons, c'est délicieux.
Quant à lui, il était comme fou. Il remuait ses pattes, il me léchait, il mordillait comme il fait quand il est très content. Tout à coup, il me prit le nez dans ses crocs et je sentis qu'il me faisait mal. Je poussai un petit cri et je reposai le chien par terre. Il m'avait vraiment mordu en voulant jouer. Je saignais. Tout le monde fut désolé, on apporta de l'eau, du vinaigre, des linges, et mon mari voulut lui-même me soigner. Ce n'était rien d'ailleurs, 2 petits trous qu'on eût dit faits avec des aiguilles. Au bout de 5 minutes, le sang était arrêté et je partis. Il était décidé que nous ferions un voyage en Normandie de 6 semaines environ. Le soir, nous arrivions à Dieppe. Quand je dis le soir, j'entends à minuit. Tu sais comme j'aime la mer. Je déclarai à mon mari que je ne me coucherais pas avant de l'avoir vu. Il parut très contrarié. Je lui demandai en riant « Est-ce que vous avez sommeil ?» Il répondit « Non, mon ami, mais vous devriez comprendre que j'ai hâte de me trouver seule avec vous. » Je fus surprise, seule avec moi, mais nous sommes seuls depuis Paris dans le wagon. Il sourit. Oui, mais dans le wagon, ce n'est pas la même chose que si nous étions seuls dans notre chambre. Je ne cédai pas. Eh bien, monsieur, nous sommes seuls sur la plage, et voilà tout. Décidément, cela ne lui plaisait pas. Il dit pourtant, soit, puisque vous le désirez. La nuit était magnifique, une de ces nuits qui vous font passer dans l'âme des idées grandes et vagues, plutôt des sensations que des pensées, avec des envies d'ouvrir les bras, d'ouvrir les ailes, d'embrasser le ciel, que sais-je. On croit toujours qu'on va comprendre des choses inconnues. Il y a dans l'air du rêve, de la poésie pénétrante, du bonheur d'autre part que de la terre, une sorte d'ivresse infinie qui vient des étoiles, de la lune, de l'eau argentée et remuante. Ce sont là les meilleurs instants qu'on ait dans la vie. Ils font voir l'existence différente, embellie, délicieuse. Ils sont comme la révélation de ce qui pourrait être ou de ce qui sera. Cependant, mon mari paraissait impatient de rentrer. Je lui disais « As-tu froid ?»« Non. »« Alors regarde donc ce petit bateau là-bas qui semble endormi sur l'eau. Peut-on être mieux qu'ici? J'y resterai volontiers jusqu'au jour. Dis, veux-tu que nous attendions l'aurore ?» Il crut que je me moquais de lui, et il m'entraîna presque de force jusqu'à l'hôtel. Si j'avais su. Oh, le misérable! Quand nous fûmes seuls, je me sentis honteuse, gênée, sans savoir pourquoi, je te le jure. Enfin, je le fis passer dans le cabinet de toilette, et je me couchai. Oh, ma chère, comment dire ça? Enfin, voici. Il prit sans doute mon extrême innocence pour de la malice, mon extrême simplicité pour de la rouerie, mon abandon confiant et niais pour une tactique, et il ne garda point les délicats ménagements qu'il faut pour expliquer, faire comprendre et accepter de pareils mystères à une âme sans défiance et nullement préparée. Et tout à coup, je crus qu'il avait perdu la tête. Puis la peur m'envahissant, je me demandai s'il voulait me tuer. Quand la terreur vous saisit, on ne raisonne pas, on ne pense plus, on devient fou. En une seconde, je m'imaginais des choses effroyables. Je pensais aux faits divers des journaux, aux crimes mystérieux, à toutes les histoires chuchotées de jeunes filles épousées par des misérables. Est-ce que je le connaissais, cet homme? Je me débattais, le repoussant, éperdu d'épouvante. Je lui arrachai même une poignée de cheveux et un côté de la moustache. Et délivré par cet effort, je me levai en hurlant au secours, je courus à la porte, je tirai les verrous et je m'élançai presque nu dans l'escalier. D'autres portes s'ouvrirent, des hommes en chemise apparurent avec des lumières à la main. Je tombai dans les bras de l'un d'eux en implorant sa protection. Il se jeta sur mon mari. Je ne sais plus le reste. On se battait, on criait, puis on a ri, mais ri comme tu ne peux pas croire.
Toute la maison riait, de la cave au grenier. J'entendais dans les corridors de grandes fusées de gaieté, d'autres dans les chambres au-dessus. Les marmitons riaient sous les toits, et le garçon de garde se tordait sur son matelas dans le vestibule. Songe donc, dans un hôtel. Je me retrouvai ensuite seul avec mon mari, qui me donna quelques explications sommaires, comme on explique une expérience de chimie avant de la tenter. Ce n'est pas tout. Le lendemain, nous arrivions à Pourville, qui n'est encore qu'un embryon de station de bain. Mon mari m'accablait de petits soins, de tendresse. Après un premier mécontentement, il paraissait enchanté. Honteuse et désolée de mon aventure de la veille, je fus aussi aimable qu'on peut l'être. Le surlendemain, nous arrivions à Étretat. Tous les baigneurs étaient en émoi. Une jeune femme mordue par un petit chien venait de mourir enragée. Un grand frisson me courut dans le dos quand j'entendis raconter cela à table d'hôte. Il me sembla tout de suite que je souffrais dans le nez et je sentis des choses singulières tout le long des membres. Je ne dormis pas de la nuit. J'avais complètement oublié mon mari. Si j'allais aussi mourir enragé. Je demandai des détails le lendemain au maître d'hôtel. Il m'en donna d'affreux. Je passai le jour à me promener sur la falaise. Je ne parlais plus, je songeais. La rage, quelle mort horrible. Henri me demandait « Qu'as-tu? Tu sembles triste. » Je répondais « Mais rien, mais rien. » Mon regard égaré se fixait sur la mer sans la voir, sur les fermes, sur les plaines, sans que j'eusse pu dire ce que j'avais sous les yeux. Pour rien au monde je n'aurais voulu avouer la pensée qui me torturait. Quelques douleurs, de vraies douleurs, me passèrent dans le nez. Je voulus rentrer. À peine revenu à l'hôtel, je m'enfermai pour regarder la plaie. On ne la voyait plus, et pourtant je n'en pouvais douter, elle me faisait mal. J'écrivis tout de suite à ma mère une courte lettre qui dut lui paraître étrange. Je demandais une réponse immédiate à des questions insignifiantes. J'écrivis, après avoir signé, « Surtout, n'oublie pas de me donner des nouvelles de Bijoux. » Le lendemain, je ne pus manger, mais je refusai de voir un médecin. Je demeurai assise toute la journée sur la plage à regarder les baigneurs dans l'eau. Ils arrivaient gros ou minces, tout laids dans leurs affreux costumes. Mais je ne songeais guère à rire. Je pensais, sont-ils heureux, ces gens? Ils n'ont pas été mordus. Ils vivront, eux. Ils ne craignent rien. Ils peuvent s'amuser à leur gré. Sont-ils tranquilles? À tout instant, je portais la main à mon nez pour le tâter. N'enflait-il pas? Et à peine rentré à l'hôtel, je m'enfermai pour le regarder dans la glace. Oh, s'il avait changé de couleur, je serais morte sur le coup. Le soir, je me sentis tout à coup une sorte de tendresse pour mon mari, une tendresse désespérée. Il me parut bon, je m'appuyai sur son bras. 20 fois je faillis lui dire mon abominable secret, mais je me tus. Le lendemain, je reçus une lettre de ma mère. Elle répondait à mes questions, mais ne parlait pas de Bijoux. Je pensai sur le champ. Il est mort et on me le cache. Puis je voulus courir au télégraphe pour envoyer une dépêche. Une réflexion m'arrêta. S'il est vraiment mort, on ne me le dira pas. Je me résignai donc encore à 2 jours d'angoisse. Et j'écrivis de nouveau. Je demandai qu'on m'envoyât le chien qui me distrairait, car je m'ennuyais un peu. Des tremblements me prirent dans l'après-midi. Je ne pouvais lever un verre plein sans en répandre la moitié. L'état de mon âme était lamentable. J'échappai à mon mari vers le crépuscule et je courus à l'église. Je priai longtemps. En revenant, je sentis de nouvelles douleurs dans le nez et j'entrai chez le pharmacien dont la boutique était éclairée. Je lui parlai d'une de mes amies qui aurait été mordue et je lui demandai des conseils. C'était un aimable homme, plein d'obligeance. Il me renseigna abondamment.
mais j'oubliais les choses à mesure qu'il me les disait, tant j'avais l'esprit troublé. Je ne retins que ceci. Les purgations étaient souvent recommandées. J'achetai plusieurs bouteilles de je ne sais quoi, sous prétexte de les envoyer à mon ami. Les chiens que je rencontrais me faisaient horreur et me donnaient envie de fuir à toutes jambes. Il me sembla plusieurs fois que j'avais aussi envie de les mordre. Ma nuit fut horriblement agitée. Dès le lendemain, je reçus la réponse de ma mère. Bijou, disait-elle, se portait fort bien, mais on l'exposerait trop en l'expédiant ainsi tout seul par le chemin de fer. Donc on ne voulait pas me l'envoyer. Il était mort. Je ne pus encore dormir. Quant à Henri, il ronfla. Il se réveilla plusieurs fois. J'étais anéanti. Le lendemain, je pris un bain de mer. Je faillis me trouver mal en entrant dans l'eau tant je fus saisi par le froid. Je demeurai plus ébranlé encore par cette sensation de glace. J'avais dans les jambes des tressaillements affreux, mais je ne souffrais plus du tout du nez. On me présenta par hasard le médecin inspecteur des bains, un charmant homme. Je mis une habileté extrême à l'amener sur mon sujet. Je lui dis alors que mon chien m'avait mordu quelques jours auparavant, et je lui demandai ce qu'il faudrait faire s'il survenait quelque inflammation. Il se mit à rire et répondit : « Dans votre situation, je ne verrai qu'un moyen, madame, ce serait de vous faire un nouveau-né. » Je n'étais pas plus avancé ni mieux renseigné en le quittant. Henri, ce soir-là, semblait très gai, très heureux. Nous vînmes le soir au casino, mais il n'attendit pas la fin du spectacle pour me proposer de rentrer. Rien n'avait plus d'intérêt pour moi, je le suivis. Mais je ne pouvais pas tenir au lit, tous mes nerfs étaient ébranlés et vibrants. Lui non plus ne dormait pas. Mais tout à coup, une crise subite, extraordinaire, foudroyante me saisit. Je poussai un cri effroyable, et repoussant mon mari qui s'attachait à moi, je m'élançai dans la chambre et j'allais m'abattre sur la face contre la porte. C'était la rage, l'horrible rage. J'étais perdu. Henri me releva, effaré, voulut savoir. Mais je me tus. J'étais résigné maintenant. J'attendais la mort. Je savais qu'après quelques heures de répit, une autre crise me saisirait, puis une autre jusqu'à la dernière qui serait mortelle. Je me laissai reporter dans le lit. À 11 heures, une voix aimée me réveilla. C'était maman que mes lettres avaient effrayée et qui accourait pour me voir. Elle tenait à la main un grand panier d'où sortirent soudain des aboiements. Je le saisis éperdu, folle d'espoir. Je l'ouvris et Bijou sauta sur le lit, m'embrassant, gambadant, se roulant sur mon oreiller, pris d'une frénésie de joie. « Eh bien, ma chérie, tu me croiras si tu veux, je n'ai encore compris que le lendemain. Oh, l'imagination, comme ça travaille. Et penser que j'ai cru, dis, n'est-ce pas trop bête? Je n'ai jamais avoué à personne, tu le comprendras, n'est-ce pas, les tortures de ces 4 jours. Songe, si mon mari l'avait su. Il se moque déjà assez de moi pour mon aventure de Pourville. Du reste, je ne me fâche pas trop de ces plaisanteries. J'y suis faite. On s'accoutume à tout dans la vie. Bonne nuit. Bonne nuit.